Bonjour à tous, je vais accepter au fur et à mesure des arrivées les retardataires. Je suis l'un des avocats avec notamment Pierre Delivray qui est quelque part par là, mais je ne sais plus où il est passé. Il est là, c'est le principal. Nous travaillons sur ce dossier, nous sommes toute une petite équipe parce que c'est un dossier évidemment complexe. On vous expliquera un petit peu tout à l'heure ce qui a été fait. Mais je crois qu'avant de commencer à parler du dossier Renault, il faut qu'on vous rassure sur le dossier Nissan. Parce que vous avez beaucoup de personnes qui sont chez Nissan et qui ont l'impression qu'on a perdu devant le juge dans la phase 1. Alors, on n'a pas obtenu les pièces, simplement pour une raison pratique qui est de dire que la société française n'avait pas certains documents que nous lui demandions, mais pour autant, le juge a reconnu que les demandeurs avaient un intérêt légitime. Alors, ça vous fera peut-être une belle jambe, mais c'est un point très important pour la suite du dossier. Ça veut dire que vos demandes ne sont pas du tout comment dirais-je, mal fondées et qu'il y a donc tout autant de chances pour vous comme pour ceux de Renault qu'au final, vous soyez pris en charge et indemnisé. Ceci étant, et c'est une information qui est importante pour tous ceux qui sont chez Renault, chez Nissan, nous avons décidé d'interjeter appel de la décision du premier juge. Pourquoi? Parce que dans sa décision, elle a fait une espèce de millimélo des demandes et n'a pas cherché à identifier les demandes qui étaient entre les documents qui étaient entre les mains de la société Nissan France. Nous considérons qu'il y a quelques éléments sur la vingtaine que nous demandions qui sont entre les mains de Nissan France et donc il n'y a pas de raison que Nissan France ne les communique pas. C'est ce que nous expliquerons le moment venu devant la cour d'appel. Mais ça, c'est un point important. Pour éviter d'alourdir la procédure et de faire traîner encore les choses de la part de Nissan, on ne va pas ouvrir l'appel à tous les demandeurs. On va se contenter de prendre 3, 4, 5, on ne sait pas encore, demandeurs qui sont intéressés pour participer à l'action en appel et faire en sorte que donc on puisse obtenir ces fameuses pièces qui nous manquent. On reviendra sur ce plus en détail et d'une manière, je dirais, plus individuelle avec ceux qui sont concernés pour voir avec eux ceux qui veulent bien participer à cette procédure qui, au final, profitera à tous les consommateurs qui sont chez Nissan. Donc ça, c'est le premier point qui est important pour les propriétaires de Nissan. Ils n'ont pas perdu, ils ne sont pas abandonnés, il ne faut surtout pas renoncer. On a marqué des points importants dans la procédure. En ce qui concerne le dossier Renault, à l'heure où je vous parle, je ne sais pas si Renault va interjeter appel. Si elle le fait, voilà comment ça va se passer. Normalement, Renault va vous faire signifier par l'huissier la décision et la décision de faire appel. Et j'en serai également informé parce que la déclaration d'appel me sera communiquée. Donc, pour le moment, on ne sait pas ce que va faire Renault, même si on se demande s'il n'y a pas des chances sérieuses qu'elle interjette appel, parce que cette décision qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Versailles la gêne considérablement, puisque les pièces qu'il faut qu'elle communique sont des pièces extrêmement nombreuses, volumineuses, et surtout pour elle, qui peuvent arriver à démontrer les fautes qu'elle a commises. Donc, elle fera certainement tout, mais pour le moment, on n'a pas la certitude, pour ne pas satisfaire à la demande du juge. Ceci étant, appel ou pas appel, notre appel ou celui de Renault, ça ne nous rattrape pas pour passer à la phase 2 de la procédure. Je vous rappelle ce qu'on vous a expliqué sur Internet. La phase 1, c'était une phase préparatoire qui permettait de mettre en avant tous les manquements à l'obligation d'information qui pèsent sur Renault. Continuer à admettre des gens. Cette première phase est à présent terminée, même si on n'a pas encore complètement toutes les pièces.
Ça nous a permis, en quelque sorte, de tester nos arguments et de montrer devant la juridiction que nous étions crédibles, ce qui est un point très important pour la suite du dossier. Encore une fois, merci de couper vos micros pour pas qu'on bénéficie de vos conversations privées. Aujourd'hui, maintenant, on est en train, avec notamment Pierre qui va prendre la parole dans un instant, de préparer la phase 2, qui est la phase dite pénale, qu'on a un tout petit peu modifiée, mais que ça ne change rien pour vous, dans le sens où le fait qu'on n'aille pas directement en citation directe, mais qu'on essaye d'abord de convaincre le parquet de mener l'enquête, ça n'occasionne pour vous aucun surcoût. Simplement, Pierre va vous expliquer pourquoi on préfère passer d'abord par le parquet plutôt que de passer en citation directe. Il y a des arguments, je dirais, de procédure, faire des économies sur la constitution de partie civile. On va vous expliquer ce que ça veut dire tout ça, hein. C'est très technique, j'en conviens. Et des raisons aussi stratégiques de bonnes relations avec le tribunal, puisque les tribunaux ont du mal à accepter la citation directe. Alors, dernière chose que je voulais vous dire, et c'est malheureusement vrai pour toutes les procédures, on fait tous nos efforts avec Pierre et l'équipe pour que la procédure soit la plus rapide possible. Simplement, on voit bien qu'en face, ils font tout pour ralentir le plus possible. Donc, je ne peux pas vous garantir une bonne fin de l'opération, des procédures, dans l'année 2023. Et je sais que pour certains d'entre vous, et je pense que les questions que vous allez poser tout à l'heure, ça va revenir, eh bien, ça peut poser problème. Et donc, on va voir comment on peut faire là-dessus. Mais pour le moment, on va vous expliquer un petit peu où on en est dans la phase 2. Et je laisse la parole à Maître Pierre Delivray, qui est avocat au barreau de Toulouse. Hugo, fermez le micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que vous mangez, mais... Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous expliquer là le petit changement qu'il y a eu de stratégie. Alors, d'abord, pour rassurer les personnes qui se posent la question de est-ce que ça va avoir un impact financier, c'est-à-dire entraîner des nouveaux coûts, non, pas du tout. Et alors, c'est simplement qu'on a décidé avec Maître Legvac et le reste de l'équipe de tenter de passer par une plainte au parquet pour donc s'associer avec celui-ci et avoir la possibilité de récupérer davantage de preuves que si on choisissait la citation directe. D'un point de vue de procédure, alors c'est un peu compliqué à comprendre, mais une fois que la plainte aura été envoyée au parquet, dans un délai de 3 mois, on pourra demander, nous, directement au procureur, quelle suite il compte donner à cette plainte-là. Donc, en fonction de sa réponse, on pourra après donc, soit passer par une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, en gros, c'est un super procureur, soit repasser par la citation directe. Donc, en termes de procédure, ça ne change pas grand-chose et dans le pire des cas, on pourra repasser par le biais de la citation directe. Alors, l'intérêt de passer par une plainte au procureur, c'est d'abord que, voilà, comme vous a expliqué Maître Legvac, lorsqu'un tribunal est saisi par le biais d'une citation directe, le parquet estime qu'on lui passe un peu au-dessus de la tête et donc il ne va pas forcément s'associer avec les demandes des plaignants. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de lui faire rejoindre en fait le combat collectif de tout le monde et surtout lui dire qu'il y a de quoi enquêter et qu'il y a des éléments que nous, en tant que partie privée, on ne peut pas demander, voilà, à part la communication des documents qu'on a pu nous lister de notre côté, on ne peut pas nous être à l'initiative d'une perquisition, par exemple, dans les locaux de Renault ou de Nissan. Ça, le procureur pourra le faire. Et donc, oui, pour les suites à donner, vu l'ampleur de cette affaire, la technicité du dossier et surtout le nombre de plaignants, ça va être compliqué pour le parquet de venir nous dire soit qu'on ne connaît pas les auteurs, puisque ça, on va faire une plainte contre les sociétés en les identifiant directement. Pour les faits, ça constitue des infractions que nous, on va lister. Donc, on ne va pas vous donner, alors aussi pour respecter notre secret professionnel,
On ne va pas vous donner tous les éléments qui sont dans cette plainte-là actuellement, mais ça va viser donc à la fois des faits de tromperie, qui est un peu l'infraction phare dans ce genre de dossier, mais aussi celle de mise en danger, puisque certains d'entre vous ont eu des casses moteurs sur l'autoroute ou dans des circonstances qui auraient pu les mettre en difficulté, elles ou leurs proches. Et donc voilà, moi, mon sentiment sur ce dossier, c'est que je pense que quand on va demander dans les 3 mois après le dépôt de plainte au parquet quelle suite il compte donner à cette affaire, il va à minima, je pense, décider d'ouvrir une enquête préliminaire. Durant cette enquête préliminaire, donc comme je vous l'ai dit, il pourra soit décider de perquisition, de forcer Renault et Nissan de communiquer les documents, ce qui nous permettrait peut-être d'ailleurs même de les avoir plus rapidement, parce que si jamais Renault décide de faire appel, ça peut encore décaler pour nous la réception de ces pièces. Et surtout, après, voilà, le parquet, lui, il peut auditionner les dirigeants de ces sociétés, des personnes qui ont été amenées à concevoir le moteur et surtout les personnes qui sont chargées de la sécurité et des remontées clients dans ces sociétés, qui, eux, ont des informations à donner. Et que Autre nous, point important, on les force à aussi, Pierre, c'est que le parquet peut aussi désigner un expert judiciaire indépendant qui viendra analyser les documents récupérés ou les aspects techniques qui ont trait à ce moteur et qui pourra aussi donner des indications sur la sécurité du véhicule tel qu'il est actuellement tel qu'ils sont actuellement en circulation. Donc, encore une fois, et c'est l'objet de cette réunion, c'est de vous donner une information la plus précise possible, de ne pas vous donner non plus de faux espoirs qu'on va trouver comme ça une solution immédiate à tous vos problèmes, malheureusement. C'est le problème de la justice en France et on fait avec. Et donc peut-être que maintenant, une fois qu'on a un petit peu déblayé la procédure, on peut commencer à répondre à vos questions, à vos attentes. Peut-être qu'Olivier Blanchet, qui est à l'origine de toute cette mobilisation, a quelques éléments complémentaires à apporter ou quelques questions qu'il a pu récolter à droite ou à gauche. Donc, Olivier, si vous voulez prendre la parole, allez-y. Oui, bonsoir à tous déjà. J'avoue que vous avez répondu un petit peu aux questions qu'on se On posait. essaye. Il y a surtout l'aspect, en fait, qu'il n'y ait pas de contrainte, en fait, ni d'astreinte ni de délai pour Renault pour communiquer ces pièces. Donc, en fait, votre idée, ça serait de court-circuiter un petit peu, ne pas attendre, en fait, leur réponse ou quelle que soit leur décision d'appel ou pas. En fait, l'idée, ça va être d'embrayer sur autre chose, en gros, si je comprends bien. C'est pas sur autre chose, c'est ce qui avait été prévu initialement. Il va y avoir une superposition temporelle. On sait que la procédure pénale, quelle qu'elle soit, celle qu'on va prendre, ça va prendre un peu de temps. Donc, même si ils font appel sur le dossier, ou si nous on fait appel d'un Nissan, le fait que l'appel va prendre un peu de temps aussi va quand même va être moins long que la procédure pénale. Et donc, l'un dans l'autre, on devrait récupérer les informations dont on a besoin. Et surtout, on a maintenant la conviction, la certitude même, que le message que l'on porte est entendu par la justice. Et ça, c'est un point important. Pas simplement quelques dossiers éparpillés sur tout le territoire qui ont peut-être un lien, c'est que la juge a estimé, c'est dans son ordonnance, que vous aviez un intérêt légitime à interroger et à demander les documents qu'on demande. Et parmi les documents qu'on demande, il y a des documents extrêmement lourds de conséquences pour Renault, puisqu'il y a par exemple les audits sécurité, les audits qualité des usines et des moteurs sur une période quasiment de 6 ou 7 ans. Ce qui, d'ailleurs, doit faire peur à Renault parce que ça représente un volume, et nous aussi, parce que ça va représenter peut-être un semi-remorque de documents à analyser. Et ils peuvent planquer dans cette masse d'informations les bonnes informations. Mais on a l'habitude de ça. On sait que l'important, c'est d'avoir accès au moins à la masse d'informations et ensuite d'aller à la pêche, de faire des recoupements. J'espère qu'on les aura de manière électronique, ce qui nous permettra de faire des recherches numériques et donc pas de plonger dans les versions papier. Mais pour vous donner un ordre d'idée, aux États-Unis, lorsqu'il y a eu les grands procès contre les cigarettiers, ce sont 80 millions de pages de documents qui ont été communiqués
par les cigarettiers. Et donc, à l'époque, les avocats et les procureurs américains ont fait appel à des universitaires, à des équipes d'étudiants pour plonger, il n'y avait pas d'autre mot, dans cette masse de documents et trouver véritablement des pépites. Donc là, peut-être qu'on fera appel à des stagiaires, à des étudiants, à des jeunes ingénieurs pour justement nous aider à nous y retrouver. Et puis, de toute façon, le parquet, lui, a les moyens aussi de faire appel à des spécialistes ou des experts. Ok, très bien. Olivier? Écoutez, moi, je ne sais pas sur quoi vous lancer parce qu'à vrai dire, moi, allez-y, n'importe quoi. C'est pas mon domaine, hein, donc après je vois que Nissan n'est pas délaissé et je suis assez satisfait d'entendre que Nissan France va quand même avoir des comptes à rendre d'une manière ou d'une autre. Après, donc l'idée, ça sera aussi d'aller peut-être chercher chez Nissan Motor les documents qui nous sont refusés, j'imagine. Alors, sans vouloir rentrer dans trop de détails, vous révéler notre stratégie. Le problème de Nissan Motor, c'est qu'elle est située en Grande-Bretagne. Donc, nous sommes maintenant dans un État hors de l'Union européenne. Donc, ça veut dire qu'il faut faire une procédure anglaise, ce qui voudrait dire qu'il faudrait avoir recours à des avocats anglais. Or, les avocats anglais sont autrement plus chers que les avocats français. Donc, je ne suis pas certain que pour ils sont combien 700 personnes qui sont dans Nissan, ils aient envie de débourser chacun 1 000 € supplémentaires pour payer les avocats britanniques. Surtout qu'on va pouvoir récupérer une partie des informations qui nous intéressent par la procédure française. Encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, c'est ce que disait tout à l'heure Pierre, on est dans le dossier pénal sur la démonstration d'une tromperie. La tromperie, ça va consister à dire Renault et Nissan connaissaient l'existence du vice depuis quasiment le début. Et on a plein d'éléments déjà qui le prouvent. Et on a d'autres éléments qu'on cherche à récupérer. Cette connaissance s'est suivie par ensuite une tentative, que j'appelle occulte, de modification des moteurs, surtout quand ils passaient en révision. Vous aviez des opérations qui étaient faites dans votre dos, sans vous prévenir, pour mettre à jour soit le logiciel, soit modifier certains paramètres moteurs. Donc là, il y a encore une fois une dissimulation d'informations. Et pendant toute la période, ils ont continué, et je pourrais dire ils continuent toujours aujourd'hui, à vendre des véhicules en ne communiquant pas aux consommateurs que vous êtes l'information qu'il y a un problème sur le moteur. Moi, j'ai fait faire un constat en 2022 où sur le réseau Renault Occasion, les occasions or, vous savez, les occasions Renault, on continue à vendre des véhicules équipés du moteur TCE 1.2 sans la moindre réserve sur l'état du moteur ou les risques que cela présente. Donc, tous ces éléments de dissimulation, ils sont quasiment patents. Et simplement, ce qu'on veut savoir, c'est jusqu'à quel degré il y avait une connaissance de cette situation. Et ça nous permettra de démontrer, pour la tromperie, la volonté de dissimuler l'information au consommateur sur des qualités substantielles du produit qui n'étaient pas ni sécures ni convenables pour l'usage normal. Donc ça, on a déjà tous ces éléments. C'est pour ça qu'on embraye déjà sur le pénal. Simplement, on anticipe qu'au pénal, ils vont nous faire tout un tas de micmacs et nous expliquer des tas de choses, un peu comme l'enfumage qu'ils ont fait avec la ministre Pannier-Runacher, où ils ont expliqué que ben non, ce n'est pas si grave, c'est juste un peu de surconsommation d'huile, etc. Et là, il va falloir qu'on intervienne avec des experts et des éléments factuels pour dire que c'est beaucoup plus grave que ce que vous dites, et ça peut même avoir des conséquences sur la sécurité. Et c'est là qu'on a une deuxième infraction qui est visée, qui est la mise en danger de la vie d'autrui. La mise en danger de la vie d'autrui, ça veut dire qu'il vous place dans une situation de grand danger, parce que si la casse moteur intervient, comme c'est le plus souvent d'après vos récits, sur l'autoroute en grande vitesse en train de doubler et que vous n'avez plus aucune puissance pour doubler, que derrière il y a une voiture qui arrive à pleine vitesse, vous avez, c'est une expression que j'ai entendue à plusieurs reprises, la peur de votre vie. Et donc, ce risque qu'ils ont créé et qu'ils n'ont pas cherché à réparer, notamment par le rappel des véhicules, c'est aussi, d'après nous, une infraction. Et là aussi, il y aura des débats certainement longs, techniques et compliqués, mais c'est malheureusement habituel dans ce genre de dossier. Donc, on le sait, on anticipe toute la stratégie adverse
coucou Renault, on vous connaît, on sait qu'on va devoir faire tout ça. C'est pour ça qu'on essaye de déployer un petit peu cette procédure en encerclement. Le pénal, c'est au centre, et sur le côté, il y a les procédures civiles qui rabattent pour récupérer des informations. Et puis, quelque part, le seul fait que Renault refuse de communiquer des éléments aussi basiques que les rappels clients ou les informations sur les plaintes des clients, vous permettez l'expression, mais c'est suspect. Où est le secret des affaires dans le fait qu'on refuse de dire combien ils ont eu de plaintes clients sur tel moteur, sur telle année? C'est pas normal, encore une fois, c'est suspect. Alors, je suis évidemment trop long parce que je suis avocat, donc si vous avez des questions, c'est le moment, allez-y. Alors, elle est toujours possible dans la phase 2. C'est-à-dire que dans la phase 2, comme les auteurs principaux sont situés en France, et les véhicules sont en plus de mémoire, la plupart montés en France, je crois que c'était à Flins de mémoire, il est tout à fait possible à n'importe quel client de Renault dans l'Union européenne de se constituer partie civile, de participer à l'action. Sauf que nous, on n'est pas assez staffé, on n'a pas les moyens colossaux qui nous permettraient de faire une grande campagne européenne avec un site multilingue et des équipes multilingues qui répondraient à toutes les questions comme on fait pour vous actuellement en français. Donc, on ne refuse pas les contacts qui viennent de l'étranger, à condition qu'ils aient tous les éléments de preuve comme on vous les demande, donc, preuve de l'achat du véhicule, la preuve de la propriété, etc., pour les faire venir dans la procédure. Mais on n'est pas, parce qu'on n'est pas financé, pour le dire simplement, on n'a pas les moyens de lancer une grande action européenne, comme on pourrait avoir envie de le faire dans d'autres dossiers. Je pense par exemple au Dieselgate, mais ça c'est un autre sujet. C'est une bonne question. Non, l'appel ne sera pas suspensif. Son comportement à ce moment-là sera apprécié par le juge d'appel. C'est-à-dire que s'ils font appel et qu'ils refusent d'exécuter spontanément la décision de première instance, ça pourra leur être reproché. Je pense que ça commence. Ça commence à les inquiéter. Parce que quand ils vont faire leurs calculs, s'ils font durer le plaisir comme ils essaient de le faire, déjà, ça va avoir un coût de gestion pour eux important. Parce qu'il va falloir que les avocats de Renault ou de Nissan, dans chaque dossier, ils aillent examiner la situation de chacun. Donc, c'est du temps passé, c'est du temps facturable, donc ça a un coût. Et ça a un coût supplémentaire dans le sens où, si jamais, in fine, ils perdent, ils vont devoir faire face à des demandes de dommages et intérêts relativement substantielles. Puisque on vous l'a déjà dit, mais on va le redire à cette occasion, la demande de dommages et intérêts portera à la fois sur le prix du véhicule neuf, à l'état neuf, plus tous les dommages subséquents qui pourraient être, par exemple, si vous avez été immobilisé pendant plusieurs mois, si vous avez payé des frais de garage, des préjudices moraux, si vous aviez à bord de votre véhicule vos enfants et que vous partiez en vacances et que vous avez encore une fois eu la peur de votre vie, on ne va pas laisser passer et on va demander des sommes importantes. On ne les aura peut-être pas toutes, il faut quand même dire qu'on est en France, mais si vous êtes 1700 fois 20 000 euros, ça commence à faire des sous. Vous faites allusion peut-être au film Fight Club où on a le héros qui est un expert justement en détermination du préjudice automobile. Et ce film fait lui aussi écho à une réalité que vous évoquez, qui est le dossier de la Ford Pinto. C'était pas les années 70-80, c'était plutôt les années 70 que 80. C'était à l'époque, ce véhicule avait été baptisé le barbecue à roulettes. Parce qu'il y avait un vice, oui, non, mais il y a eu des morts, hein. C'est pour ça qu'il a été baptisé comme ça. Parce qu'il y avait un vice sur le réservoir d'essence qui, chaque fois qu'il y avait un choc, se déchirait. Et donc, le feu pouvait gagner très rapidement le véhicule et brûler les occupants. Il y a eu, je crois, 2 ou 3 séries d'accidents mortels, avec notamment les derniers des jeunes. Et ça a forcé General Motors, Ford à l'époque, à rappeler le véhicule et à indemniser le montant.
Et le calcul auquel vous faites allusion, c'est un calcul, en effet, qu'ils peuvent faire, mais c'est aussi pour ça qu'on est au pénal, c'est que dans ce cas-là, ça leur coûtera beaucoup plus cher en termes de pénalité, d'amende, voire de recherche en responsabilité des dirigeants. Alors, se préserver de ces situations, c'est compliqué. Il faudrait que vous fassiez réviser régulièrement, et même en faisant cela, apparemment, on a des cas où ça ne suffit pas, où on a des gens qui ont fait la révision juste avant de partir en vacances, et pourtant à qui ça arrive. Parce que la révision, justement, ne porte que sur un tout petit aspect du véhicule et ne va pas vérifier l'état des pistons, puisque c'est ça surtout qui casse quand il y a une casse moteur. La calamine s'accumule et les pistons ne peuvent plus fonctionner. Donc, c'est là d'où vient une partie de la perte de puissance. Alors, si vous arrivez à une casse moteur ou un événement problématique, le plus simple dans ce cas-là, c'est peut-être de prendre des photos ou de filmer et de faire en sorte de suivre tout ce qui se passe et d'essayer de récupérer le plus possible de témoignages. Par exemple, le dépanneur qui vient vous chercher sur l'autoroute, lui demander s'il peut attester ce qui s'est passé. Et quand vous dites attester, c'est très important, on ne demande que des faits, que des éléments factuels. Ça s'est passé à telle heure, à tel endroit, et vous étiez seul ou pas seul, etc. On ne lui demande pas de donner son sentiment ou de dire que c'est causé par le moteur. Il ne peut témoigner que de ce qu'il voit. D'accord ? Ça, c'est le premier élément. Ensuite, si jamais vous êtes dans un garage Renault qui plus est, ça peut être intéressant de laisser votre téléphone enregistrer la conversation. C'est pas interdit, mais en matière de preuve pénale, la preuve est libre. Donc, ça peut être un élément. Si on a, comme souvent le cas, on a beaucoup de témoignages de gens qui nous disent, le mécano Renault nous dit, oh, mais on a l'habitude sur le TCE, c'est classique, etc. D'ailleurs, je fais une parenthèse. Parmi les pièces qu'on a demandées et qu'on a obtenues en justice, Renault doit communiquer l'intégralité des consignes, instructions et recommandations qu'ils ont envoyées depuis 2012 à 2018 à leur réseau de garagistes pour savoir comment réagir en cas de casse moteur. Ensuite, je veux dire, c'est du bon sens. L'idée, c'est d'essayer de prouver par tout moyen ce que vous avez vécu. Après, votre question se complique parce que il y a plein d'éléments qui vont entrer en ligne de compte sur est-ce que je dois accepter ou pas une proposition de prise en charge, etc., etc. Donc, ça, je dirais, il faudra le moment venu que vous nous appeliez individuellement pour qu'on puisse avoir une position à adopter. Et le point important dans les prises en charge, c'est de savoir si les mots transaction, renonciation à tout droit, à toute procédure apparaissent. Parce que dans ce cas-là, il vous bloque pour faire la procédure. En posant cette question, vous soulevez une problématique importante, mais qui en droit est longue à traiter. Je m'explique. Avant que le juge ne statue sur les préjudices, il faut d'abord qu'il statue sur l'existence des fautes et qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et votre préjudice. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, on est encore dans la phase d'enquête. Donc, il ne statuera pas là-dessus. Si le tribunal correctionnel est saisi, il doit d'abord savoir si Renault et les agents de chez Renault sont coupables ou pas coupables. Et une fois cette culpabilité retenue, il y aura ce qu'on appelle les procédures civiles qui suivront la procédure pénale. Et là, dans chaque dossier, et on a le temps, et on reviendra vers vous pour vous demander tout un tas de pièces le moment venu, dans chaque dossier, on va demander les différents préjudices subis, ce que vous disiez tout à l'heure. Et ça dépendra de chacun. Vous pouvez avoir des gens qui vont avoir un préjudice parce qu'ils ne peuvent pas revendre la voiture, c'est votre cas, ou parce qu'ils ont acheté une voiture trop chère par rapport à ce qu'elle valait, ou parce qu'ils ont eu, encore une fois, la peur de leur vie avec leurs enfants à bord, etc. etc. Ça sera le moment venu, avec des équipes de Maïléo, on essaiera de lister, il y aura des grilles d'analyse et de chiffrage, on essaiera pour chacun de vous de déterminer votre préjudice. Mais votre préjudice ne sera pas le même que celui de M. Blanchet ou que de quelqu'un d'autre qui nous écoute aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est compliqué de répondre de manière générale. C'est un peu comme ça qu'on travaille, si vous voulez. L'association d'Olivier est un peu aussi le porte-voix, le tambour
qui permet aux gens de récupérer des infos qui seraient peut-être mal arrivées. Oui, on fait Bien, merci. vraiment tout le tampon entre MyLéo et puis les victimes qui sont présentes sur le groupe Facebook ou qui nous rejoignent aussi par le site internet, hein. Donc, nous, on est l'association, donc on représente un peu les victimes, mais on travaille clairement main dans la main dans le but de cette action collective. Après, il faut bien savoir que nous, on est des bénévoles, hein, donc on est des victimes comme tout le monde là sur cette visio. Donc après, nous, le travail qu'on effectue, ça tient beaucoup à vous aussi. Tous les éléments qui peuvent nous être envoyés vont permettre après de communiquer sur les problèmes qui sont rencontrés et puis médiatiser sur l'ampleur du phénomène. Donc surtout, ne gardez pas forcément les documents que vous avez. Alors je ne vous demande pas de nous envoyer toute votre vie, mais si vous avez des factures ou des entretiens, enfin des notifications d'entretien, ça peut avoir beaucoup d'intérêt pour nous. On va éplucher ça, on va garder ça de toute façon de façon anonyme, mais c'est ça qui a pour beaucoup permis d'incrémenter en fait toute l'action collective puisqu'on récupère énormément d'informations. Là dernièrement, je prends juste un exemple parmi tant d'autres, c'est que on a commencé à fouiller un petit peu sur les codes moteurs, sur les prix et tout ça. Et on se rend compte qu'il y a des mentions légales qui sont abondamment oubliées aussi dans le réseau Renault lorsqu'ils remplacent nos moteurs. Donc là aussi, ça va nous permettre tout ça, tout ce que vous nous envoyez, ça a beaucoup d'intérêt, ça va pouvoir permettre vraiment d'accumuler beaucoup d'éléments et de preuves qu'on pourra transmettre après à MyLéo avec les accords des personnes concernées, bien entendu. Normalement, si mon souvenir est exact, un espace client, outre les 8 ou 10 documents qui sont préidentifiés, il y a la possibilité d'ajouter des documents libres. C'est nouveau ça. Alors, j'ai à vérifier. Hein. Si ce n'est pas le cas, le plus on peut simple, ajouter des pièces supplémentaires. Oui. Il y a D'accord. deux, trois onglets où on peut les rajouter. D'accord, il faudrait que j'y aille voir. Parce que ce qui m'inquiète, c'est que le contrôle technique de la voiture va arriver et j'ai peur que quand il va aller monter dans les tours pour la pollution, que ça va se péter le moteur. Bon, on verra bien. Donc on verra bien. Malheureusement pour vous, pour nous, ce serait intéressant, mais pour vous, ce serait problématique. Et donc, si jamais vous n'avez pas d'espace, si tous les espaces de communication dans l'espace client sont utilisés, il est également possible de faire des communications, mais pas non plus 30 000 documents, parce qu'autrement, on va en avoir trop, en écrivant à contact@myleo.fr. Ah, d'accord. Point légal, pardon. Oui, d'accord. myleo.légal. L'important, c'est que dans ce que vous venez de nous expliquer, j'ai entendu que cette voiture valait à l'Argus 10 000 euros et que vous avez été obligé de la solder pour 2 500 euros. Voilà, c'est ça. Visiblement, vous avez un préjudice qui est au moins égal à la différence. Oui, et surtout que je ne peux pas en racheter. Je peux pas en racheter. Voilà. Au moins égal à la différence. Maître, je peux rajouter une petite chose. Donc, Céline, si la voiture valait 10 000 euros à l'Argus à ce moment-là, il est important aussi, il y a des sites qui proposent ça de faire une imprime écran, enfin de récupérer la valeur Argus à la date où vous êtes séparé du véhicule. Ça, c'est important. Vous pouvez le faire, c'est payant. Ça va coûter 5 ou 10 euros, mais au moins comme ça, vous aurez une preuve comme quoi votre véhicule ne valait pas 2 500 euros, mais 10 000 euros. Ah, ok. Vous pensez que je peux le faire après coup? Oui, ouais. D'accord. Ouais, on peut le faire. Ok. En effet, c'est encore une fois une bonne intervention d'Olivier, parce que de manière générale, il faut que vous reteniez cette idée. Un dossier, ça se gagne, ça se perd avec la preuve. Si vous apportez la preuve de ce que vous dites, vous avez plus de chances d'être entendu et d'être cru par le tribunal. Donc, là, ça veut dire qu'il faudra essayer dans votre dossier de récupérer le document que vient d'indiquer Olivier. Je ne connaissais pas que ça existait, ce site, vous voyez, parce que ça nous permettra justement de dire, voilà, monsieur le président, la voiture a été estimée par un ou deux sites à temps, elle a dû la vendre à la casse à 2 500, donc pour elle, il y a véritablement un préjudice. Ça répond un petit peu à votre question. Oui, vous pouvez participer, même si vous n'avez plus le véhicule, à partir du moment, évidemment, où vous avez la preuve que vous aviez, à un moment donné, acheté tel véhicule qui avait un moteur TCE, ça c'est pour la carte grise, etc., etc. Et après, le moment venu, on expliquera qu'en plus du préjudice économique que vous venez d'évoquer, il y a peut-être d'autres préjudices d'usage importants pour vous,
Il y en a d'autres. Ils viennent vous compliquer la vie, vous rendre très difficile votre accès au travail, Ah oui. etc. Ouais. Et il y en a Mais d'autres. encore une fois, je le répète parce que on va se battre jusqu'au bout, mais je ne veux pas non plus vous donner de faux espoirs. Ça ne sera pas tout de suite. Ouais. Donc, il ne faut pas que vous attendiez cette indemnisation pour refaire Bah oui, votre oui. vie d'une certaine façon. Oui. Oui, non, bah, Donc, d'ailleurs, je n'ai pas attendu, j'ai vendu quand j'ai eu l'occasion. Hein. C'était mais 2500 plutôt que rien. c'était un choix qui me paraît judicieux. Il faut toujours essayer de trouver des preuves, de garder des preuves de ce qui s'était passé. Encore une fois, la casse que vous avez déjà subie sur l'autoroute, c'était quand? Il y a combien de temps? Oh, bah, c'est arrivé il y a 2 ans. Il y a 2 Il y a ans. 2 ans. Ouais. J'imagine que les gendarmes ne sont pas intervenus. Vous avez juste fait appel à un réparateur. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a cassé. Donc, sur l'autoroute, j'étais avec mes enfants. Dans l'ironie du sort, j'ai pu m'extirper un peu sur la bande d'urgence et après regagner l'air où j'ai pu me faire remorquer. Mais du coup, j'ai quand même fait faire une attestation que j'ai été remarqué sur l'autoroute par le garagiste. Bon, ça c'est un bon point. Déjà, Mais ça, la police n'est pas intervenue, par exemple. Ah non, parce que du coup, moi, quand ça a cassé, déjà, j'ai vu, ça a fait sapin de Noël comme tout le monde a, avec démarrage en côte, ça délire. Mais moi, j'étais loin de penser que en fait, on allait subir une casse. Et en plus de ça, c'est que moi, quand j'ai remarqué qu'elle consommait beaucoup d'huile, j'ai été du coup dans le Renault qui m'entretenait donc la capture. Il a eu le toupet de me dire qu'en fin de compte, ces moteurs-là, ils étaient connus parce qu'ils mangeaient un petit peu d'huile. Hum. Mais c'est Mais ça vraiment, fait- C'est typiquement de la tromperie, là. Mais alors, pour répondre à votre question, et ça peut être utile aussi pour les autres personnes qui nous écoutent, si ça vous arrive, si vous avez une casse moteur sur autoroute, avant de faire appeler le dépanneur, moi, j'appellerai la gendarmerie pour qu'on ait une trace très officielle qu'il vous est arrivé quelque chose sur autoroute. Et après, la gendarmerie appellera le dépanneur. Alors, c'est certes du désagrément, c'est certes des complications, mais au moins là, Renault ne pourra pas venir. Oh, mais il n'y a jamais eu d'accident. Parce que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu lors de la première audience. Ils ont osé dire oui, mais de toute façon, quand il y a une casse, il n'y a pas d'accident. Et je lui aurais dit mais heureusement, parce qu'on a affaire à des conducteurs prudents. Mais si jamais il y avait un concours de circonstances mal opérant, vous seriez dans une situation comme les casses des Pinto avec des décès. Et ça n'a pas l'air de vous inquiéter. Et donc, il y a un dialogue de sourds là-dessus. Non, mais donc, c'est. L'idée, si ça recommence, faites intervenir la police. Parce que pour le coup, enfin, si ça recommence, c'est-à-dire qu'on repasse dans le même circuit, c'est-à-dire qu'il faut faire une demande de prise en charge s'il accepte. Parce que moi, du coup, ils m'ont baladé pendant 7 mois et ça a été vous n'avez pas mis la bonne huile, vous n'avez pas fait ci. Vous n'étiez pas dans un garage Renault. Exactement. Donc, je me suis battu pendant 7 mois et j'ai réussi à me faire entendre, mais ça a été très, très, très compliqué parce que ça a été vraiment un parcours du combattant. Et en fait, moi, ce que je redoute, parce que la voiture, je la sens aussi un peu fébrile ces derniers temps, c'est qu'elle me refasse ce même cas de figure. Et en fait, pour me protéger, j'ai appelé moi le garagiste, donc du coup, qui m'a changé le moteur, qui est le Renault de Bourges. Et donc, j'ai demandé, moi, du coup, c'est quoi? C'est un moteur neuf ou reconditionné? Et il m'a dit, non, c'est pas un moteur neuf, enfin, c'est pas un moteur reconditionné, mais un moteur neuf. Ça, il vous l'a écrit ou pas? Je crois ça, je crois que j'ai encore ces échanges à ce niveau-là, oui. Parce que ça, c'est important. S'il vous a dit que c'était un moteur neuf et Oui. que si jamais vous avez un problème, on fasse faire une expertise qui révèle qu'il n'est pas neuf, là, il a menti. Ouais. D'accord? Alors, j'ai vu passer un message, je voudrais que Pierre peut-être réagisse. Quelqu'un disait que sur l'autoroute, la police n'intervient pas s'il n'y a pas de blessés. Je ne sais pas quoi en dire. Je n'ai pas assez d'expérience en matière d'accident de la route. Bon, en tout cas, moi, ce que j'ai fait, pour prévoir le coup, j'ai quand même fait faire une attestation par le C'est un remorqueur. bon réflexe.
Bah oui, parce que moi, je me suis dit, ils sont tellement vicieux, ils vont essayer de chercher tous les moyens possibles pour se défiler. Mais en Là, plus, ils nous ce qui s'est écoutent, donc passé, on leur dit coucou en passant, mais oui, ils sont vicieux. ouais, on leur fait un bisou. Euh, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en plus, la personne qui m'a dépanné, c'est un garage de village Renault Mhm. qui après a dû remorquer parce qu'il ne trouvait pas. Déjà, lui m'a dit, ouais, ça se trouve, c'est une casse moteur. Mais après, il était dépassé. Il m'a dit tout de suite que c'était le cylindre numéro 3 qui avait lâché. Et il ne Mhm. savait plus quoi faire parce que du coup, bah, le technocentre n'arrêtait pas de le balader. Donc, il l'a rapatrié sur Bourges, Mhm. qui, eux, ont réussi à s'en. Mais j'ai tous les historiques, en fait, vous savez, de la saisie, je ne sais plus comment ils Tout à appellent fait. ça, DIC ou leur logiciel en interne. Leur logiciel, oui, bien sûr. Voilà, donc j'ai conservé tous les échanges où que la personne qui est en face, l'ingénieur, qui botte en touche totalement, où il dit que c'est pas la bonne huile. Bref, je me suis retourné vers tous les garagistes auprès de qui j'avais fait mes entretiens. Et du coup, ils m'ont Non, donné mais les pièces qu'il attendez, fallait la pour. bonne huile, il faut arrêter parce que ça veut dire que dans ce cas-là, leur véhicule, leur moteur est quand même très fragile s'ils n'acceptent pas des huiles qui sont dans le commerce. C'est- Bah oui, c'est- c'est- Après, ils vont nous expliquer que la viscosité et tout ça, mais c'est pas normal, ça, quand même. Donc, gardez le plus possible de preuves. Et sur la question, peut-être, Pierre, si vous avez une idée Oui, sur alors, le faire appel aux gendarmes ou pas sur l'autoroute. pour une petite parade, parce que bien souvent, voilà, ils vont pas forcément accepter de venir. Et donc, pour éviter ce problème, vous pouvez vous rendre ben, le lendemain ou dans les jours qui suivent dans un commissariat ou une gendarmerie pour déposer une plainte en expliquant que votre voiture a eu un problème de moteur sur l'autoroute, que mhm. vous avez eu très peur pour vous, vos enfants, etc. Et donc, au moins, on aura voilà, un PV, un document Une main officiel courante, qui quoi. attestera de ça. Parce que oui, D'accord. malheureusement, je pense que les gendarmes viendront pas. S'il n'y a pas d'accident, ils vont dire appelez votre dépanneuse, appelez votre assureur, etc. Ils ne feront pas forcément le déplacement. Après, vous n'avez pas la même obligation qu'un vendeur professionnel où ben, eux, en fait, ils sont obligés de donner cette information que ben, le véhicule a potentiellement peut-être un problème de fabrication. Par contre, vous, vous êtes obligé normalement de dire que, à minima, votre véhicule a eu un incident qui est quand même majeur, qui a été Hmm. le remplacement du moteur. Ne D'accord. vous amusez pas Parce à que dissimuler normalement, vous l'information. devez fournir les derniers documents de réparation, les contrôles techniques, etc. D'accord. 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 Moi, c'est bien compliqué tout ça. Oui, c'est malheureusement compliqué. Ouais, mais en plus, mais j'espère vraiment qu'ils seront. Enfin, franchement, il faut être lucide parce qu'au nombre de personnes que ça touche, tous les jours, je vois sur le forum, il y a une personne supplémentaire qui dit que son moteur a été cassé. À un moment donné, il va falloir que, enfin, justice soit faite et qu'ils se rendent compte que c'est pas du flanc, quoi. Oui, Vraiment, mais ils achètent, vous savez, dans ce genre de dossier, ils achètent le temps. c'est ça. Ils ont les moyens de vous épuiser. C'est pour ça que l'action collective, ça a du sens. C'est-à-dire que en étant plus seul face à eux, l'espoir qu'ils ont de vous fatiguer diminue et le coût mutualisé, multiplié par le nombre de participants, commence à devenir significatif. C'est un bête calcul économique. Si vous regardez le dossier, Après, hein. a déjà été consultée. La ministre chargée de la transition énergétique, Mme Panny Runacher, a repris mot à mot quasiment les arguments de Renault en expliquant qu'il n'y avait pas de véritable problème de sécurité, que c'était juste un peu de surconsommation et que bon, ce n'était pas un problème en soi et que ça se traitait de manière très agréable presque, avec Renault qui prenait en charge 95% des dossiers qui étaient traités. Ouais, c'est pas vrai. Voilà, Mais donc bon, après, actuellement, sans vouloir faire des remarques désobligeantes, l'actuel gouvernement est quand même pro-business, donc il n'est pas à l'écoute des consommateurs.
bien sûr. D'accord. La DGCCRF, on l'a multi-contacté, hein, la DGCCRF. Après, ils nous ont répondu aussi par la voix d'Agnès Pannier-Runacher, qui était la ministre de l'Industrie à l'époque. Et en fait, il s'avère que de leur point de vue, ça ne relève pas d'un vice en Syrie, mais plutôt ça ne relève pas du pénal, mais du civil, en fait. Donc, en gros, ce serait plutôt à chacun d'engager sa propre procédure contre Renault. Donc, évidemment, ça arrangeait bien Renault que. Et puis, en même temps, en disant cela, ils avaient la certitude qu'il n'y aurait pas de procédure parce que les procédures civiles sont soumises à des conditions de prescription particulières. Dans la plupart des cas, ils vous font balader pour que vous n'agissiez pas les délais. Donc, ça fait perdre toute voie de recours civil. C'est pour ça qu'on va au pénal, d'ailleurs. Je le dis très ouvertement, même si nos amis de Renault, encore une fois, nous écoutent, et je ne sais pas quel est l'huissier instrumentaire qui va taper le constat, en tout cas, on le salue bien amicalement. Alors, on n'est pas là pour traiter les cas individuels et faire une consultation devant tout le monde, ce n'est pas possible. La question que vous posez, que je vais essayer de généraliser, c'est de savoir si j'ai une casse moteur et que mon véhicule est immobilisé. Là, vous avez la chance, il est immobilisé sur votre parking collectif. Je l'ai fait rapatrier moi-même. Hein. Ça ne vous coûte rien pour le moment, parce qu'il y a parfois aussi des gens où justement Renault fait jouer le temps. Parce que tant qu'il est gardé par un garage, ça vous coûte 25 € par jour. Oui, non, c'est pour ça que je n'ai pas voulu. Très vite, ça devient insupportable. En plus, je ne les sentais pas du tout sincères. Ils étaient désagréables à distance parce que c'était à plus de 100 km de chez moi. Donc, c'est vers, je ne sais plus, on va dire vers mi-octobre que j'ai été la rechercher. Et j'ai pris un indépendant. On y a été tous les deux et on a été chercher ma voiture. Et depuis, elle est chez moi. Voilà. Là, vous avez bien fait. Après, la question de savoir est-ce que ça vaut la peine de le garder pour une éventuelle négociation ou tout de suite récupérer un prix à la casse, c'est très compliqué pour vous répondre. Parce que ça va dépendre de votre situation à vous, de savoir si vous avez vraiment besoin de ces 2500 € pour ne serait-ce qu'acheter un autre véhicule d'occasion ou des choses comme ça. Parce qu'encore une fois, en termes de délai, moi, je ne peux pas prendre d'engagement. Je peux vous dire une seule chose, c'est que ça ne sera pas dans l'année, voire l'année prochaine. Donc, ça je me doute. Donc, ça veut dire que pour vous, c'est problématique parce que si pendant 2 ans, vous devez faire la belle voiture des copains ou racheter une voiture d'occasion, je ne sais pas quoi dire. En plus, normalement, on va essayer aussi de faire en sorte qu'on ne s'épuise pas dans les procédures d'expertise. Parce que rien ne serait plus terrible que de multiplier les procédures d'expertise qui vont durer chacune 6 à 8 mois et qui, à chaque fois, peuvent finir en eau de boudin. Parce que l'expert va plus savoir ce qu'il faut faire ou il n'y a pas véritablement de solution. Donc, mon sentiment, ce n'est qu'un sentiment, c'est surtout pas un conseil, ce serait plutôt de vous débarrasser de ce véhicule qui est un poids mort qu'autre chose. D'accord. Mais, voilà, après, d'un point de vue procédural, nous, on n'a pas l'intention de faire des expertises des véhicules. On a déjà suffisamment d'éléments dans le dossier et on espère en récupérer beaucoup d'autres qui vont montrer que le problème, ce n'est pas un problème sur un véhicule particulier mal entretenu, que c'est un problème sériel de conception du moteur dont Renault connaissait les vices depuis quasiment le début et qu'elle a dissimulé par tous les moyens. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on va se battre. D'accord. Ok. Oui, donc en fait, moi, j'entends bien que je la revende même à très bas prix ou pas, pour le procès en lui-même, ça ne… Voilà, on ne va pas venir l'exposer devant le juge pour qu'il vienne tester par lui-même ou regarder par lui-même l'état du moteur. Ça, non. Ok, d'accord. Et alors, éventuellement, la seule chose que vous pourriez faire, c'est peut-être, avant de la revendre, de faire constater l'état du moteur par quelqu'un qui s'y connaît et qui… vous le filmez en train d'ouvrir et on voit qu'il y a la soupape numéro 3, comme tout à l'heure, qui est cassée. J'ai déjà fait avec mes amis, enfin mes voisins qui sont mécaniciens et anciennement chez Renault, qui connaissent donc bien et qui m'ont bien validé que c'était le cylindre 2 qui était mort. Voilà. Oui, mais ça, ils vous l'ont validé par écrit, par une petite attestation. Moi, non, ils l'ont ouvert devant moi. On a fait les tests des… après, j'ai rien… Vous avez filmé? Non. Vous avez filmé? Vous avez dit… Non. C'est ça, je vous dis, essayez d'avoir des preuves imagées.
éventuellement, avant de vous débarrasser du véhicule, filmez, parce que comme ça, il y a un continu et on peut pas dire qu'il y a eu des trucages. On voit que le véhicule est fermé, vous l'ouvrez comme il faut et vous montrez bien que c'est là, ça serait le numéro 2 chez vous. Et après, voilà. Et après, vous avez, je vous le dis parce que ça peut être utile, pour faire des constats d'huissier, parce que l'avantage du constat d'huissier, c'est que ça donne une date certaine. Vous avez notamment une application qui s'appelle Smart Preuve. Oui. J'ai aucun intérêt dedans, je ne suis pas actionnaire. Smart Preuve, donc S-M-A-R-T, preuve, P-R-E-U-V-E.fr, de mémoire, et qui permet de faire justement de faire déposer le film que vous avez tourné auprès d'un huissier autour de chez vous, et ce qui donne donc une date certaine à votre dépôt. D'accord. Voilà. Ok. Comme ça, on ne pourra pas dire que ça s'est passé il y a 3 ans, etc. Alors, comme ça, à chaud, je dirais, c'est pas un parce problème. que les infractions, mais vous n'aurez pas de double préjudice. Excusez-moi, du coup, je n'ai pas tout suivi. Qu'est-ce que vous disiez, Pierre? Non, les infractions qu'on va reprocher, notamment celles de tromperie ou de mise en danger de la vie d'autrui, elles sont reprochées à Renault et à Nissan. Donc, peu importe que le véhicule, vous l'ayez revendu entre-temps à un particulier, ça, y a pas ça ne soulèvera pas de difficulté. Oui, de toute façon, vous-même, vous avez été trompé. Audrey, oui. Vous-même, vous avez été trompé. Ah bah, j'ai été trompée, je peux toujours pas racheter de véhicule parce que l'argent du véhicule… Premier élément, vous-même, vous avez été trompé. Votre acheteur a été aussi trompé parce que l'information de Renault n'était pas adéquate. Donc, les deux vous pouvez poursuivre. Vous pouvez poursuivre Renault pour obtenir sa condamnation pénale. Il y a une deuxième question qui est la question de savoir qui peut être indemnisé. Vous pouvez être toutes les deux indemnisées, mais pas du même montant. C'est-à-dire qu'il va falloir, votre préjudice à vous, par exemple, ça va être de dire, pendant X mois ou années, j'ai utilisé ce véhicule, donc j'ai été en risque, et rétrospectivement, j'ai peur, ça aurait pu m'arriver à moi, et j'ai en plus dû supporter la charge de la revente à ce tiers. Et elle va dire, moi j'ai payé X milliers d'euros pour rien, donc je veux être indemnisé, c'est X milliers d'euros. Parce que là, pour l'instant, la voiture, elle est bloquée, elle est dans un garage, et puis ni moi ni lui ne veut payer les réparations, ce qui est tout à fait… Alors, comme l'a noté Olivier à l'instant, ce qui nous intéresse à nous, et ce qui peut avoir un effet pour tout le monde, c'est d'avoir les rapports. Ah bah, j'ai le rapport, parce qu'il y a mon rapport de mon expert avec ma PJ, plus le rapport de l'expert adverse, où j'ai pas encore… Faites-les passer, ça nous sera toujours utile. Après, du coup, vous pouvez mettre le lien sur lequel on fait passer… Dans ce cas, c'est contact. Ok, bah c'est bon, je l'ai. Oui. Ouais, alors j'ai mis un lien, mais c'est le lien vers l'association, vers le Dropbox de l'association. Donc, quand il y a des preuves, alors des témoignages, des rapports d'expertise qui pointent la responsabilité constructeur, ça a de l'intérêt pour l'association, puisque nous, on peut anonymiser ça et rendre public aussi une partie de ces conclusions. Ça peut avoir aussi de l'intérêt pour Maître Legvac, pour MyLéo. Donc, il faut dissocier ça. Il faudrait envoyer aux deux entités si c'est possible. Après, on anonymise. Ça ne sera pas publié. Il n'y aura pas vos noms qui seront publiés. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de souci. Mais dans la conclusion, de toute façon, c'est bien stipulé vice de construction au Renault. Voilà, c'est intéressant. Du coup, l'association, c'est sur… vous l'avez… c'est dans les… Alors, Pierre vient de vous mettre le lien pour les pièces. Parfait. Très bien. Je vous fournirai vous avez celui de l'association. Sachant qu'après, ça sera là, c'est des expertises de PJ, c'est pas des expertises judiciaires. Donc, c'est pas des expertises judiciaires et ce qui est compréhensible, bien souvent, ça va dans le sens de l'assuré. Et après, là, pour vous, votre cas, je pense que au final, ça se réglera en fait entre assurances. C'est-à-dire que là, la situation est un peu bloquée, mais une fois que les différents experts de chaque assurance vont avoir analysé le problème, après, ils s'arrangeront entre eux. Ça, on peut pas. Alors, malheureusement, on ne peut pas répondre à votre place. C'est-à-dire que moi, j'aurais toujours tendance à dire qu'un véhicule qui est immobilisé pendant 1 an et demi, il faut soit le faire réparer, soit s'en débarrasser pour en reprendre un autre. Là, par contre, vous pouvez prendre en photo le voyant qui dit qu'il y a un problème du moteur.
et après, soit essayer de l'amener dans un garage pour demander qu'est-ce qu'il en est, etc. Sachant que c'est pas, voilà, je pense pas, je touche du bois D'une pour manière dire et que ça d'une soit sur autre, les 15 km maître, qui cassent. d'une manière ou d'une autre, en fait, il faut faire diagnostiquer le défaut dans le réseau Voilà. constructeur. Il faut faire D'accord. établir ça de toute manière, noir sur blanc, c'est le préambule à tout. Après, le risque, si on commence à mettre le pied là-dedans, c'est que le véhicule se retrouve, entre guillemets, pris en otage dans le réseau constructeur. Oui. Donc, c'est ça, c'est là où le bal blesse, c'est-à-dire que vous êtes tenu d'envoyer le véhicule dans le réseau constructeur pour faire établir le défaut. Mais après, il faut que d'une manière ou d'une autre, vous trouviez moyen de l'envoyer ailleurs, parce qu'après, ils vont vous faire payer des frais de gardiennage, donc il faut faire attention à ça, quoi. Nous, en tant que juristes, la difficulté, c'est que vice caché, c'est-à-dire c'est une procédure particulière qui est prévue au civil. Mais dans le langage commun, ce que vous appelez le vice caché, en fait, ça rentrera dans l'infraction de tromperie, qui est l'infraction de tromperie, c'est assez simple. Si on vous a vendu un véhicule en ne vous indiquant pas que il y avait un problème sur le moteur, pour faire très simple. Donc, l'action pour vice caché, elle, qui existe au civil, elle est englobée en fait dans cette infraction de tromperie, mais nous, on peut pas, voilà, on peut pas agir sur le terrain des vices cachés, puisque sinon, il faudrait faire 1700 procédures avec des expertises, donc ça serait pas du tout le même coût de procédure. Mais après, bien évidemment que on ne va pas axer la procédure simplement sur le fait de ça pourrait mettre en danger la vie des personnes, vu que l'idée principale, c'est même de dire il y a eu une tromperie qui, là, a touché toutes les personnes, et ça, c'est un élément qui va donc être à la fois difficile à prouver, mais qui sera quand même au cœur de toute la procédure, qui va être de dire Renault, à partir d'un moment, savait qu'il y avait un défaut sur le véhicule, ne l'a pas dit, n'a pas trouvé de solution, etc. Donc ça sera pris en compte, oui, oui. Parce que je comprends bien que vous ne pouvez pas faire d'expertise pour chaque cas, hein, pour les 1700, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous avez quand même fait appel à un cabinet d'expertise compétent, indépendant de Renault, pour détecter le problème de manière objective et de manière générale? On a fait appel à des. Alors là, je vous demandez quand même de donner des informations qui sont très confidentielles. On a fait appel à des experts mécanos qui ne sont pas des experts d'assurance ou des experts même indépendants. On a fait appel à des experts judiciaires pour justement apprécier le caractère sériel de ce vice. Parce que pour Renault, ce qui se passe, c'est ce qu'ils vous disent en permanence, c'est parce que c'est vous qui avez mal géré, vous avez mal entretenu, vous avez fait ça en dehors du réseau, vous n'avez pas utilisé la bonne huile, donc c'est votre faute. Donc pour contourner cette difficulté et répondre à cela, nous on veut démontrer avec des études d'experts mécaniciens compétents que c'est en fait un problème de vis d'origine du moteur qui surconsommant entraîne dans certaines conditions particulières cette casse moteur. Voilà. Si tu peux m'exprimer, maître, donc à ce niveau-là, au niveau de l'aspect sériel des problèmes, donc grâce à tous les documents qu'on a pu récupérer, là je peux vous dire clairement qu'on peut prouver par A plus B comment ces défaillances surviennent. Et bon, après, ce qui va être intéressant, c'est si on arrive à récupérer les documents qui ont été réclamés, ça pourra appuyer nos éléments, mais on les connaît déjà. Donc maintenant, fort de tout ça, c'est sûr que appuyé par des experts, on pourra détailler le processus. Là, ce que vous évoquiez tout à l'heure, hein, monsieur Jean Chapelier, c'était la dilution des sang dans l'huile. En fait, on sait qu'à partir de 2016, les fameuses reprogrammations ou les moteurs numéro 2, entre guillemets, on peut presque parler d'un camouflage qui aurait été effectué par le réseau constructeur pour essayer de masquer ces consommations d'huile, parce que vous comprendrez bien que si vous avez 20 ou 30% d'essence dans le carter d'huile, il y a tout autant d'huile qui a disparu quelque part et comme il n'y a pas de tache sous le moteur,
en fin de compte, voilà, c'est une sorte de camouflage. Et donc, tout ça, d'un point de vue technique, en tout cas, on pourra le prouver. Et ça, à ce niveau-là, voilà, on a déjà bien avancé là-dessus. On a une grande maîtrise du sujet. Parce que pour aller jusqu'au bout du raisonnement, on peut se dire que normalement, Renault devrait être même condamné à retirer tous ces véhicules de circulation. Parce que sinon, le Motorgate, ça va être une histoire sans fin. Hein, si jamais même si nous, on est indemnisé, qu'on gagne au tribunal, si les véhicules restent dans la circulation, l'histoire va se renouveler indéfiniment. Ouais, et nous, ça, on n'a pas la capacité de le faire. Mais ça, oui, après, l'État peut dire il faut faire un rappel de tous les véhicules. Alors, si Renault ne décide pas de le faire lui-même, parce que Renault pourrait très bien le faire. Alors, 2 observations là-dessus. Première observation, n'oubliez pas que l'État détient toujours 15% de Renault. Donc, il n'a pas forcément envie d'affaiblir Renault parce que ça fera baisser sa rentabilité. Deuxième observation, Renault n'est pas le seul constructeur dans ce genre de situation. Malheureusement, on est venu nous chercher pour d'autres moteurs qui ne sont pas du tout Renault, qui sont Peugeot ou Ford. Et donc, il est possible que de notre côté, on lance de nouvelles actions collectives parce que le problème se répète, c'est-à-dire que les constructeurs pensent qu'ils peuvent abuser de la faiblesse des consommateurs, les promener, les balader, tant qu'ils ne finissent pas. Et donc, c'est tout l'intérêt, encore une fois, de ces actions collectives qui permettent d'agréger des gens qui ne se connaissent pas et qui vont, comme cela, arriver à se faire respecter un petit peu plus, du moins c'est ce qu'on espère. Mais pour ça, il faut qu'on gagne encore plus de dossiers contre ces géants. Alors, il est 21h. On a eu une longue journée avec Pierre. Je vous propose, certains d'entre vous aussi, je pense, on travaille tous, on essaye. Je vous propose qu'on en reste là pour ce soir. On a essayé de répondre à beaucoup de questions pratiques et de lever le voile sur tout un tas d'inquiétudes qu'on a pu entendre parce qu'on est quand même très à l'écoute de différentes personnes qui nous écrivent, qui nous téléphonent. S'il y a une information que vous pouvez retenir, c'est que le combat continue, que d'ailleurs on peut continuer à s'inscrire en phase 2 pour le moment jusqu'au 30 juin, mais on verra si on se maintient après. On est à 1730, je crois, inscrits, ce qui est un bon chiffre, mais avec une belle mobilisation, je suis sûr que vous pouvez arriver à 2000. Et là, ça commencera vraiment à les inquiéter. Donc voilà, c'est ce message d'espoir que je voulais vous porter. Vous le voyez, vous avez une toute petite vision de l'équipe telle qu'elle est. Il y a Pierre, il y a plein d'autres gens comme Pierre qui sont très motivés, qui creusent à la fois les textes de droit communautaire, les textes techniques, les aspects de droit civil, de droit pénal, de droit de la conso, des questions hyper basiques en matière de sécurité des véhicules. Et tous ces éléments, mis bout à bout, vont nous permettre, le moment venu, de faire respecter le droit et de faire en sorte que Renault accepte de vous indemniser comme il se doit. Voilà le message d'espoir que je vous livre. D'ici là, bonne soirée, bonne continuation